Certains disent que c'est une île. Une île de roches blanches dans un océan de vert. Vert tendre des oliviers, vert sombre des cyprès, vert lumière des vignes. À la beauté sans artifice des terres paysannes des Piémonts s'associe la flamboyance d'une nature sauvage et montagneuse. C'est peut-être sur cette alliance que repose le charme singulier des paysages des Alpilles. Le parc régional des Alpilles, étendu sur plus de 50 000 hectares, a été créé en 2007 avec pour objectif notamment de protéger et valoriser ces paysages remarquables. Dans la foulée, l'État met en place l'une des seules directives paysagères du pays qui vise à contenir l'impact du développement sur les paysages. Au-delà de ces panoramas de cartes postales, les Alpilles sont une terre vivante où habitent près de 65 000 personnes. Admirées, convoitées, accessibles, les Alpilles sont fragiles. Leur succès les a-t-elle déjà changées ? Vivons-nous toujours dans les paysages qui ont fait la renommée du territoire ? À quoi ressembleront-ils demain ? Comment préserver ces paysages somptueux tout en permettant leur développement ? Frédéric Bouvet est guide naturaliste. Tombé amoureux de ces paysages dans les années 80, il n'a de cesse, depuis, de les parcourir et de les faire découvrir. Je suis vraiment pas sûr. Les caractéristiques principales des paysages des Alpilles, c'est la proximité entre les paysages qui sont travaillés, qui sont nés de la main de l'homme, comme les paysages où on se trouve maintenant, hein, les prairies de foin de crot, sur fond d'Alpilles, les haies de cyprès pour protéger du Mistral, une mosaïque extraordinaire par exemple quand on est sur l'esplanade du Château des Baux et qu'on regarde vers l'est, au soleil couchant, on a à nos pieds toute une mosaïque de couleurs et puis des formes un peu régulières, hein, amenées par le travail de l'homme, sur un fond de chaos rocheux des Alpilles. Et c'est la juxtaposition des deux choses, la nature à l'état brut, qu'on n'essaye même pas de contrôler, et le travail de l'homme. C'est ça qui fait le paysage unique et si attrayant, et qu'on essaye de protéger dans les Alpilles. Alors c'est compliqué parce que un paysage, c'est quelque chose de vivant, hein, les gens qui l'ont façonné, ils n'ont pas dit tiens, on va faire un beau paysage ici. Hein. C'est pas du tout comme un jardin qu'on travaille. C'est né d'une certaine harmonie entre l'homme et la nature. Et cette harmonie, elle a un petit peu tendance à disparaître. Oula, vous l'entendez là ? Tu l'as entendu. Il y a des tas de gens qui viennent de l'extérieur et qui disent oh là là, ces paysages sont fabuleux, il faut les préserver. Mais c'est justement parce qu'il y a des gens qui peuvent venir de l'extérieur en disant ces paysages sont fabuleux que justement il faut les préserver parce que ce qui permet aux gens de les apprécier, c'est ce qui aussi les détruit. Un bruant croyé. On a entendu voilà. le tri là. Voilà, exactement. Depuis 20 ans, la population des 16 communes des Alpilles a augmenté de moitié. Dans cet intervalle, 5000 logements ont vu le jour, l'équivalent de la commune d'Eyguières, ce qui a consommé 1800 hectares de territoire, soit 4 arrondissements parisiens. On peut estimer que d'ici 2025, à peu près la même surface pourrait être urbanisée. Le développement des Alpilles est aussi lié au tourisme. Tous les ans, 700 000 touristes y passent au moins une nuit et quelques 1 500 000 personnes visitent le site des Baux. L'afflux de population implique une hausse des véhicules présents sur le territoire. La voiture a besoin de routes, de parkings, de ronds-points, de garages.
Pour répondre à la demande en terrain urbanisable, la pression foncière mordille un peu plus tous les jours dans les terres agricoles créatrices de paysages. Rémi Thieulois est agriculteur céréalier dans les Alpilles. Il a établi son siège d'exploitation dans le mas agricole familial, mais il risque de devoir le quitter. On est 8 dans la famille. Moi, je suis le dernier et j'ai déjà 48 ans. Chacun a eu son travail. Il y en a certains qui sont à la retraite. Tout le monde est installé. Par rapport à une certaine pression foncière, les prix sont de plus en plus élevés. Et bon, il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est plus intéressant l'argent que de récupérer un mas en sachant qu'on n'y est pas dessus. C'est un mas qui risque d'être vendu à des gens qui n'ont plus rien à voir avec l'agriculture et que après, comme moi, à un moment donné, on est obligé de construire de se refaire des sièges d'exploitation sur des parcelles agricoles et c'est dommage. Bon, après à moi de le recréer avec des nouvelles idées d'exploitation pour que moi ça me remotive et que ça me remotive aussi mes enfants. Les Alpilles, c'est une diversité incroyable d'activités agricoles qui construisent des paysages tout aussi divers. Il y a bien sûr la vigne et l'olivier, mais aussi le maraîchage, les céréales, l'élevage ou encore l'arboriculture. Pour entretenir cette mosaïque paysagère, il faut maintenir l'agriculture. Mais la hausse des prix du foncier, associée à une concurrence rude, la mettent en danger. Une difficulté qui pousse à trouver de nouvelles façons de produire et de se développer. À côté des modes de vente plus classiques, comme les exportations hors région, notamment pour les fruits et légumes, la vente directe se développe et permet aux agriculteurs de mieux gagner leur vie. On a un but, on le fait à but lucratif, il ne faut pas le perdre de l'esprit, c'est pas joli d'en parler, mais il faut en être conscient, il faut qu'on puisse en vivre. Un agriculteur qui vend son produit final à un consommateur, il y a un contrat, il y a une relation. Quand il va rentrer dans ses arbres, il ne va plus travailler pour le poids d'olive qu'il a vendu à tant le kilo, il va travailler le goût. Vous allez revenir parce que c'est bon. On a la chance d'avoir un territoire où il y a beaucoup de gastronomie. Il faut absolument qu'on en profite, on est capable de valoriser nos produits à petite échelle. On peut avoir des clients fidèles, loyaux. Internet nous permet de leur vendre plus tard quand ils rentrent chez eux. Et tous ces produits-là, on peut aussi les englober dans des labels qui sont des labels Alpilles. Miser sur le côté haut de gamme des produits, c'est une façon de résister à une concurrence sur les coûts. Moyen ou pas moyen, on est tous prêts à payer un peu plus pour ce genre de choses. Allez, comme c'est joli. Nos anciens et nous-mêmes, quand ils ont créé l'AOC, quand on la maintient, on a fait attention à ce qu'on ne puisse pas planter ces arbres de façon trop serrée. L'avantage de l'AOC, c'est que c'est un produit de haut de gamme. C'est un produit où on va pouvoir se faire rétribuer notre travail. Donc vous faites un choix. Soit vous les alignez, soit vous les gardez comme ils sont. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, ils sont en AOC, regardez mon travail, regardez comme c'est bon, regardez comme c'est beau. La terre que vous voyez ici peut vous paraître désordre, mais en fait elle est bio et ça va contribuer à ce côté premium des produits qu'on fait. Les agriculteurs trouvent des solutions. De leur côté, les pouvoirs publics aussi sont volontaires pour accompagner les changements et ne pas les subir. Le parc régional, avec la promotion des produits du terroir, le développement de l'agritourisme, la protection de la biodiversité, l'incitation à la remise en culture des friches et des zones incendiées, ou l'aide au développement du pastoralisme afin de limiter l'embroussaillement, de favoriser la diversité des espèces et de limiter les départs de feux de forêt. La SAFER, la région, le département, les communes et encore le parc se retrouvent autour de l'élaboration d'outils pour préserver l'agriculture. Les mairies jouent aussi un rôle important en luttant pour conserver les terres agricoles et les mettre à disposition des agriculteurs. De fait, l'action de l'homme peut continuer à façonner le territoire comme elle le fait depuis des siècles, en accompagnant les changements inéluctables. Des choix sont possibles. Il s'agit de savoir quelle place nous reconnaissons et donnons à l'agriculture, et donc, quel paysage nous voulons construire pour les Alpilles.
C'est quoi un beau paysage? Ça veut dire avoir des montagnes, des champs, des arbres avec des feuilles bien vertes. Moi j'aime bien tout ce qui est naturel avec des grands arbres et tout ça. Pour moi c'est un paysage sans déchets. Quand c'est le moins urbain possible. C'est tous les paysages en fait, même s'il y en a qui trouvent qu'ils sont pas beaux, ils sont quand même beaux. Qu'est-ce que vous trouvez beau dans les paysages des Alpilles? La montagne qui est derrière, les plantes. Il est naturel, il y a des arbres, de l'herbe. Il y a des petits chemins qui mènent un peu partout et à un moment on voit vraiment la ville d'en haut, où il fait les maisons toutes petites. C'est avec la montagne, les pins et tout ça quoi. Il y a beaucoup de faune et de flore. Il y a aussi des maisons en construction, mais encore ça va. Ça gâche un peu le paysage, mais bon. Beau, moyen, laid, sans intérêt. La notion de beauté d'un paysage ou d'un ensemble de bâtiments est-elle relative? Finalement, qu'est-ce qui crée l'harmonie? On voit bien ici, avec ce paysage dans lequel nous sommes dans un paysage, qu'il nous revient aux yeux comme quelque chose d'assez disgracieux. Peu d'entre nous considèrent le paysage qui est derrière moi comme harmonieux ou comme ressemblant à l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, à notre culture, à notre identité. Il n'y a aucune ligne électrique, c'est clair et net, hein, c'est propre. Ça non, ça me plaît pas plus. C'est industriel, j'ai l'impression. Ouais. It's not very pretty. But it could be anywhere. That doesn't say Provence, it just says any place in Europe. Or Texas for that matter. Ça, vous savez, c'est industriel, on voit de suite l'industrialisation et voilà quoi. Ça c'est à bannir. On peut très bien comprendre qu'est-ce qu'un chaos, c'est-à-dire des objets indépendants les uns des autres, et qu'est-ce qu'une harmonie. Dans un orchestre, on le sait très bien. Hein, toutes les notes sont belles. Et avec les notes, vous faites du bruit ou vous faites de la musique. C'est quoi la différence? C'est que dans un cas, on les a mis dans un certain ordre et on a cherché une règle d'harmonie. Eh bien, dans le paysage, on peut fonctionner de la même façon. Je trouve qu'il y a trop de différents styles. Oh, c'est magnifique. Non, ça c'est... Non, c'est... No, because that looks too American. Trop concentrés les uns sur les autres. Une des règles d'harmonie, c'est l'économie. Toute la construction des paysages anciens est basée sur l'économie. L'économie de matière, l'économie de terre, l'économie de moyens. Ici, c'est un gaspillage extraordinaire. On a le résultat d'un gaspillage de l'espace, d'un gaspillage de matière. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants avec ces bâtiments-là? Quel est le patrimoine qu'on est en train de construire? Voilà. Donc c'est anti-économique. Et ça, à nos yeux, c'est laid. Le paysage n'est pas uniquement la nature, la montagne et les arbres. Le paysage, c'est tout ce qui nous entoure. Les villages, les maisons, les lotissements, les ronds-points, les routes, les zones d'activité. Le paysage, ce n'est pas seulement ce que les anciens ont construit, notre patrimoine, mais aussi tout ce que nous bâtissons aujourd'hui. Comment garder la typicité des Alpilles, si chère aux habitants, si précieuse pour la culture et l'économie de notre territoire? Si vous pouviez changer quelque chose dans votre village, qu'est-ce que vous changeriez? Moi, j'aimerais enlever les feux tricolores à l'entrée du village et quelques stops. Je mettrais plus de fleurs. Et plus de couleurs. Moi, je construis moins parce qu'ils ont beaucoup construit. Ouais, il y en a partout avec les briques qui ne sont pas encore peintes. Après, c'est moins beau. Les garages sont toujours ouverts, donc on voit les voitures, les barbelés, c'est pas très beau. Moi, j'enlèverais les cacatures. Je sais pas, je trouve qu'il est parfait presque.
Pour pouvoir intégrer au mieux un projet de construction, encore faut-il bien connaître ce qui nous entoure. Le parc régional, en partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Bouches-du-Rhône, a édité le guide Habiter les Alpilles. Cet ouvrage décrypte et transmet aux générations actuelles et à venir les repères et les principes de bon sens qui guidaient autrefois l'art de construire sur une terre rare et précieuse. Corrado de Julie Morgan fait partie du dispositif Architecte Conseil mis en place par le Conseil général. Ce service met à disposition des communes et de leurs administrés les services d'un architecte pour les assister dans la mise en cohérence de leurs projets avec la culture architecturale locale. Il a par exemple participé à faire ça, ou encore ça, des logements sociaux dans une bâtisse ancienne réhabilitée. Un des éléments fondateurs de la construction dans les paysages de l'Alpi est la cohérence entre l'implantation du bâti et le dessin du paysage. Donc, on est dans un territoire où le paysage a été dessiné par l'homme et en premier lieu, les bâtis s'inscrivent en implantation dans cette logique-là, qui est presque une logique géographique, liée au vent, liée à l'ensoleillement. L'autre élément qui me semble fondamental, c'est l'usage des matériaux qui sont assez indigènes, donc la pierre, le sable, les bois, la tuile, la terre cuite. Et donc des matériaux qui se lient directement, là aussi, au grand paysage parce qu'ils en viennent. Il y a un troisième élément, la notion de rue constituant un village. Donc cet espace public qui génère un lieu où se forme la communauté, eh bien, c'est l'élément structurant la vie du village. Sans ces lieux de relation-là, eh bien, on n'a pas l'urbanité, donc on a un délitement des relations sociales. On peut déjà le constater dans certains secteurs périurbains où on assiste à un lotissement à petites parcelles, à une façon de bâtir qui sépare et à la disparition de l'espace public. Les villages des Alpilles ont connu une véritable explosion démographique ces dernières années et ont dû construire vite, sans avoir toujours le temps de bien penser l'extension des centres urbains. D'abord, on n'a pas systématiquement pris en compte le rôle de l'espace public dans la préservation de l'entité villageoise. Ensuite, on a dû composer avec, par exemple, le fait que tout le monde veut pouvoir construire la maison de ses rêves et que parfois, son intégration dans un ensemble n'est pas vraiment la priorité. L'architecture est un art collectif parce qu'il est vu, parce qu'il est fréquenté, parce qu'il est utilisé, parce qu'il est vécu par l'ensemble d'une communauté. Construire, ce n'est pas un acte d'autoreprésentation. Le droit des sols, c'est un droit qui contraint les particuliers à des règles communes pour son bien et pour le bien des autres. Donc, c'est l'éternel problème de la liberté individuelle et du collectif. Donc, c'est très important d'expliquer qu'on ne construit pas pour soi, on construit avec les autres. Les zones urbaines des Alpilles s'étendent de plus en plus. Une autre composante à laquelle les pouvoirs publics ont dû s'adapter, c'est qu'à la campagne, tout le monde veut une maison individuelle. Et les maisons individuelles, ça consomme de l'espace. Pour vous, en fait, c'est quoi l'habitat de rêve dans les Alpilles? Une jolie villa, une belle villa avec plein d'herbes, des fleurs et tout. C'est un grand vieux mas, mais restauré. 84% des logements construits dans les Alpilles depuis 20 ans sont de forme individuelle. À titre comparatif, en Provence verte, ce taux est de 70% et dans le Pays dignois de 55%. C'est un imaginaire collectif, colporté aussi sûrement par un dispositif socio-économique qui a bâti, je dirais, une économie autour de cet habitat-là. On est là dans les paradoxes de notre société, qui sont un centre de village, un lieu où on va et on se retrouve. Nous n'avons plus envie d'habiter ici. Ce qui est certain, c'est que si on veut continuer à voir ces paysages-là, il faut arrêter d'habiter.
Le mitage, ou l'implantation d'édifices dispersés dans un paysage naturel, est un fléau pour les paysages, grignotés petit à petit par l'étalement urbain des zones construites. Pour protéger les paysages, pour conserver les entités villageoises autour des espaces publics, il faut densifier les zones urbaines. Reste à convaincre la population de se serrer un peu, d'habiter un peu plus près les uns des autres. Si je vous dis habitat collectif, ça vous évoque quoi? Collectif, à vrai dire, je n'en connais pas ici. Ah ben, c'est les grands centres urbains, c'est pas les villages. Voilà. Pour moi, c'est plutôt les HLM. Mais il faudrait que les architectes et ceux qui pondent les projets, qu'ils y réfléchissent un peu. Qu'il y ait un peu de jardin, qu'il y ait un peu de verdure, qu'il y ait des espaces pour les enfants. Ça peut se faire, hein. Il faut y penser, il faut le réfléchir. On peut bâtir d'une façon très intelligente, sur un parcellaire très contenu. L'habitat collectif est un outil de la collectivité pour, par exemple, réinvestir son centre historique. Habitat collectif, mitoyenneté, concentration, densification, autant de mots qui fâchent, mais qui permettent pourtant de vivre ensemble pour de vrai, de préserver les paysages qui nous sont chers et qui font le succès des Alpilles, mais aussi de pouvoir proposer des logements accessibles à tous, dans un territoire où la pression foncière empêche nombre de ménages de s'y installer ou d'y rester. Vous habitez depuis longtemps dans ce quartier? Quartier 2 ans. Si ce n'était pas ce type de maison dans le lotissement, vous auriez pu vous installer ici? Niveau tarif, peut-être pas. Non, honnêtement non. Le centre-ville est loin? Il y a un petit chemin, là, on n'a qu'à traverser, on est au centre-ville. On met 10 minutes maximum. Non, on a les écoles à proximité, il y a une crèche à proximité aussi. Enfin, le quartier est bien. Face à notre incapacité de créer des paysages contemporains plus harmonieux, parce qu'on n'y réfléchit pas, parce qu'on ne prend pas le temps de les concevoir, du coup, on va protéger des morceaux de territoire et sur les autres en disant sur les autres on ne sait pas faire, donc on continue comme ça. Hein. À terme, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des territoires qui deviennent très très chers et qui sont réservés à des populations aisées, et puis des territoires pour les pauvres. Voilà. Et est-ce que la collectivité peut admettre ça? Ça pose une question sociale et peut-être politique qui mérite débat. Le paysage d'aujourd'hui est très différent du paysage d'hier. Il est de toute façon différent du paysage qu'on aura dans 50 ans. C'est pour ça que le Parc naturel régional des Alpilles a décidé de mettre en place un observatoire photographique des paysages avec une mission qui a été confiée pour faire une cinquantaine de prises de vue à des points fixes et avec des reconductions de ces prises de vue, de photos tous les 2 ans pour voir et comprendre l'évolution des paysages et du territoire. Il doit continuer à évoluer, mais en trouvant justement cette harmonie entre le développement nécessaire et la préservation à la fois bien sûr du paysage en général, mais la préservation des ressources. 13 communes sur les 16 communes du parc naturel régional sont en train de réfléchir activement à l'évolution de leur commune au travers de l'élaboration de leur plan local d'urbanisme. C'est un chantier qui est immense. Ça pose des questions vraiment fondamentales. Comment vivre ensemble sur ce territoire, au mieux, à côté? Comment habiter ensemble dans un village, avec peut-être plus de proximité, et comment exercer des activités différentes. Tout ça, ça revient finalement à poser la question de qu'est-ce qu'on veut comme paysage demain pour les Alpilles, en tenant compte de l'identité profonde des Alpilles et en tenant compte des besoins qui sont là et qui seront sans doute aussi différents demain. Le paysage, ça appartient à qui? Ça appartient à celui qui le consomme. À tous ceux qui viennent ici, qui se l'approprient et qui le laissent en partant d'ailleurs. Je pense que ça appartient à tout le monde. Moi je pense à la nature. Hein. C'est pas une propriété pour moi, un paysage. C'est une des rares choses dont on peut profiter
justement à loisir et voilà, pour tout le monde, à partir du moment où on le laisse tel quel. Il faut le consommer pas avec seulement les yeux, il faut le consommer avec son âme. Le paysage est ressenti comme collectif. Il est pourtant la somme de parcelles individuelles où chacun est responsable de ce qui se passe et se construit. Le paysage est notre responsabilité à tous.